Bienvenue pour notre exploration des techniques d'analyse physico-chimique. On va regarder ensemble des documents qui détaillent un peu tout ça, les procédures, les risques. Oui, et puis les méthodes pour séparer, pour doser. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment on fait en labo pour décortiquer la matière. C'est ça, pour voir ce qu'il y a dedans finalement. Exactement. Comprendre la chimie analytique, comment elle nous aide à voir plus clair. Bon, alors, par quoi on commence? Ah oui, l'incontournable, la sécurité. J'imagine qu'on ne peut pas y couper. Ah non, certainement pas. La base de la base. Avant toute chose, lire l'étiquette et surtout la fiche de données de sécurité, la fameuse FDS. C'est là qu'on trouve toutes les infos cruciales, c'est ça? Les dangers. Tout à fait. Les pictogrammes, vous savez, le corrosif, l'inflammable, le toxique, celui pour le danger pour la santé, CMR, tout y est. Et les conseils de prudence aussi. C'est un peu la carte d'identité du produit chimique. D'accord. Et ça nous dit aussi comment se protéger, hein? Oui, ça mène directement aux EPI, les équipements de protection individuelle. Blouse en coton, lunettes de sécurité, gants adaptés aux produits. C'est le minimum syndical, on va dire. Et parfois plus, j'imagine. Bah oui, par exemple, pour certains solvants comme le cyclohexane qu'on va mentionner, là c'est masque et travail sous une hôte aspirante. Obligatoire. Et une fois qu'on a fini, on jette pas n'importe où. Surtout pas. Gestion des déchets, c'est hyper important. Bidon spécifique, bien étiqueté, étanche, pour que ça parte au recyclage ou au traitement adapté. C'est notre responsabilité. Logique. Bon, sécurité check. Maintenant, si on a un mélange, comment on fait pour isoler ce qui nous intéresse? Alors là, on entre dans les techniques de séparation. Une qui est assez simple à comprendre et très visuelle, c'est la chromatographie sur couche mince, la CCM. Ah oui, je crois voir ce que c'est, avec la plaque et le solvant qui monte. C'est ça. On dépose une petite goutte du mélange sur une ligne, en bas d'une plaque recouverte de silice ou sur un papier spécial. On met la plaque dans une cuve avec un peu de solvant l'éluant au fond. Et le solvant monte. Il monte par capillarité et il entraîne les différents composants du mélange. Mais Ah, pas à la même vitesse. Ça dépend de leur affinité avec la plaque et avec le solvant. Du coup, ils se séparent. comme l'exemple des feutres, c'est ça? Le feutre vert qui donne une tache jaune et une bleue. Exactement. Ça montre bien qu'il y avait un mélange. Le noir, c'est souvent impressionnant. Ça donne plein de couleurs différentes. C'est simple, mais ça dit déjà beaucoup de choses. Ok. Et il y a d'autres façons de séparer, Bien hein? sûr, l'extraction par solvant, c'est un grand classique aussi. L'idée, c'est de faire passer une substance d'un premier solvant, où elle est, vers un autre solvant, où elle préfère aller, où elle est plus soluble. Il faut que les deux solvants ne se mélangent pas, j'imagine. Indispensable. Ils doivent être non miscibles. Ça crée deux phases, comme l'huile et l'eau. On utilise souvent une ampoule à décanter pour ça. Ah oui, comme pour l'exemple du lycopène de tomate. Ce pigment rouge. Parfait exemple. Le lycopène est dans le jus de tomate, donc dans l'eau. Il n'aime pas trop l'eau, mais il adore le cyclohexane. Le cyclohexane et l'eau ne se mélangent pas. Donc on ajoute des cyclohexanes au jus de tomate. On agite bien dans l'ampoule à décanter. Le lycopène file dans le cyclohexane. Ensuite, on laisse décanter, on ouvre le petit robinet en bas, on récupère la phase aqueuse, puis la phase organique, le cyclohexane, qui contient notre lycopène. Malin. Et pour le cyclohexane, attention aux EPI, non? J'ai vu les pictogrammes. Inflammable, polluant, danger pour la santé. Absolument. Gants, lunettes, blouse et sous-hotte, comme on disait. La sécurité d'abord. Bon, on a isolé notre substance. Maintenant, comment on sait combien il y en a? La concentration. C'est l'étape du dosage. Très important dans plein de domaines. Médecine, agroalimentaire. Il y a plusieurs types de dosage apparemment? Oui, on distingue souvent les méthodes non destructives, où l'échantillon reste intact après la mesure, et les méthodes destructives. Commençons par les non destructives. L'étalonnage, c'est ça? Ça utilise souvent la couleur. Souvent oui. Si la substance est colorée, on peut faire une échelle de teinte. On prépare des solutions de concentration connues, de plus en plus foncées. Et on compare notre échantillon inconnu à cette échelle nue. C'est l'idée. On voit à peu près où il se situe. Bon, c'est pas hyper précis, surtout si la couleur tombe entre deux témoins. Alors, pour plus de précision, On utilise un appareil, colorimètre ou spectrophotomètre. Ça mesure une grandeur physique liée à la couleur, comme l'absorbance de la lumière. C'est beaucoup plus fiable. comme dans l'exemple du permanganate potassium, le KMNO4, Mhm, l'antiseptique violet. tout à fait. On prépare une gamme étalon, on mesure l'absorbance de chaque solution, on trace une courbe. Absorbance en fonction de la concentration. C'est notre droite d'étalonnage. Et après, On mesure l'absorbance de notre solution inconnue et on reporte sur la courbe pour lire la concentration. Simple et précis. Même avec une appli smartphone comme Physique, apparemment, on obtient de bons résultats.
Pratique. Mais attention au KMN4 aussi, non? C'est pas anodin. Non, non, comburant, corrosif, irritant, polluant, EPI indispensable là aussi. D'accord. Et l'autre grande méthode, le titrage. Elle est destructive, celle-là. Oui, parce qu'on fait réagir chimiquement la substance qu'on veut doser. On prend un volume connu V2 de notre solution à doser, concentration C2 inconnue, et on ajoute goutte à goutte, avec une burette, une autre solution, la solution titrante, dont on connaît parfaitement la concentration C1. Et on arrête quand? On arrête pile au moment où on a ajouté juste assez de solution titrante pour faire réagir toute la substance à doser. C'est ce qu'on appelle l'équivalence. Comment on sait qu'on y est, à l'équivalence? Ça dépend de la réaction. Soit on met un indicateur coloré, qui change de couleur pile à ce moment-là, soit on suit une grandeur physique avec une sonde, le pH avec un pH-mètre, ou la conductivité avec un conductimètre. Ah oui, on voit un changement net sur la courbe. Exactement. Pour le pH, on a un saut de pH brutal. Pour la conductivité, on a une rupture de pente. Ça nous permet de déterminer très précisément le volume de solution titrante versé à l'équivalence, qu'on appelle VE. Et on forme à ce volume VE. Eh bien, la relation à l'équivalence nous donne la concentration inconnue. Pour une réaction simple où une molécule de titrant réagit avec une molécule de l'espèce dosée, on a C1 multiplié par VE égale C2 multiplié par V2. On connaît C1, VE, V2. Donc on calcule ces deux facilement. Voilà, c'est très utilisé comme méthode. Donc, si je résume, sécurité d'abord, puis on sépare si besoin, avec la CCM ou l'extraction, et enfin on mesure la quantité, soit par comparaison étalonnage, soit par réaction titrage. C'est un peu la panoplie de base de l'analyste, quoi. C'est tout à fait ça. Une boîte à outils fondamentale pour comprendre de quoi est fait le monde autour de nous. Et c'est pas juste pour le labo, hein. Ces techniques assurent la qualité des produits qu'on consomme, la sécurité. Elles sont partout en fait, sans qu'on s'en rende toujours compte. Précisément, c'est la chimie analytique au quotidien. Et ça laisse à réfléchir. Si on peut décomposer la couleur d'un simple feutre et y trouver une certaine complexité, qu'est-ce que ça dit sur d'autres choses qu'on croit simples dans notre environnement? Combien de mélanges fascinants se cachent sous des apparences unies et attendent juste qu'on applique ces techniques pour révéler leurs secrets? C'est une excellente question pour conclure. Effectivement, ça ouvre des perspectives.